Donc, encore une fois, merci d'être présent ce matin dans ces nouveaux formats qu'on expérimente depuis 3 mois, qui sont les webinaires. On aurait préféré vous accueillir dans les locaux de We Are Social, dans le 10e arrondissement. Malheureusement, voilà, on est en virtuel. Mais alors, comme vous le savez, on va vous parler de social selling, de social commerce ce matin. Petite intro, hein, si vous êtes inscrit, vous avez peut-être vu cette petite introduction, mais globalement, le social selling, c'est quoi? C'est aujourd'hui, alors on vous en parlera plus longuement pendant ce webinaire, mais ce sont des billets de train qu'on achète sur des chatbots, un maillot de bain qu'on va acheter via InstaShop, des nouvelles lunettes qu'on va tester en filtre de réalité augmentée. Voilà, le social selling, il est aujourd'hui partout dans nos vies. Nos vies, elles sont complètement connectées, elles le sont encore plus depuis 3 mois. Et le social selling et le social media a profondément modifié nos comportements d'achat. Voilà, donc avec l'avènement des réseaux sociaux, du web social, il est primordial pour les marques d'imaginer des parcours clients adaptés à ces nouveaux comportements sur les réseaux sociaux. Et c'est ce dont on va vous parler ce matin. Et là, vous êtes juste 250, donc je vous propose qu'on démarre. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Oui, c'est à moi de changer les slides, excusez-moi. Alors, acheter est un acte social. C'est ce dont on va vous parler pour cette première partie. Alors, vous allez me dire pourquoi acheter est un acte social. Alors, quand on s'est posé sur ce webinaire, on s'est posé plein de questions parce qu'effectivement, le social selling, c'est quelque chose qu'on manie depuis 10 ans avec nos clients. Et quand on a voulu structurer la présentation, on s'est dit, en fait, quelque chose d'assez intéressant, c'est que finalement, l'acte d'achat bien avant les réseaux sociaux, c'est un acte résolument social. Pourquoi? Alors déjà, dans sa forme, puisque un acte d'achat nécessite à minima une interaction entre deux parties prenantes, même si aujourd'hui, ça peut être entre un client et un site web, il y a quand même une deuxième partie prenante, mais aussi dans ses motivations. On le sait, hein, on achète souvent pour prouver son appartenance à une classe sociale, ou pour imiter des modèles, pour imiter des influenceurs, des célébrités. Voilà. Et d'ailleurs, c'est sur ce principe-là que sont basés nos métiers de la communication et de la publicité. Mais l'acte d'achat, en fait, il est aussi social parce que même avant l'avènement des réseaux sociaux, souvent on demandait à ses amis, à ses connaissances, à ses collègues, on leur demandait un avis sur un produit ou un service pour identifier, pour avoir des recommandations. Et je suis vraiment navrée pour mon chien. Pour avoir des recommandations en amont d'un achat. Et tout ça, ça s'est accéléré avec l'avènement des réseaux sociaux. Pourquoi? Aujourd'hui, 77% des clients lisent les avis sur les produits avant d'effectuer un achat. C'est-à-dire que bien avant, enfin, en amont du parcours d'achat, ils se sont déjà renseignés en fait sur votre marque, sur vos produits, sur vos services. Parce que là, et sur les réseaux sociaux, parce que là où dans le passé, effectivement, comme je disais, on interrogeait son cercle proche pour avoir un avis sur un produit ou un service, désormais, on va éplucher les forums, on va poser des questions sur Google, on va poser des questions sur Twitter et on va vérifier en fait les notations des produits. Donc, les réseaux sociaux, effectivement, ils ont encore plus socialisé l'acte d'achat puisque chacun d'entre nous utilise les réseaux sociaux pour se faire un avis. Vous allez me dire, tout ça, c'est bien, mais en vrai, le social selling, c'est quoi? Alors, si on prend la définition Wikipédia, le social selling, c'est une démarche qui consiste à utiliser les réseaux sociaux dans le processus de vente. Alors, certains d'entre vous vont s'en rappeler. Moi, quand on parlait de social commerce, il y a 10 ans, pour ceux qui sont aussi âgés que moi, on vous donnera, je vois les questions, on vous donnera les références pour les stats. Effectivement, on les a pas citées. Donc, il y a 10 ans, en fait, pour ceux qui ont à peu près, qui sont de la même génération que moi, lorsqu'on parlait de social commerce, on parlait à l'époque de Facebook commerce. C'était les précurseurs sur le sujet de social commerce. À l'époque, en fait, c'était peut-être trop tôt, mais force est de constater, je vais parler plus fort pour le chien. Non, je pense qu'il a vu un chat dans le jardin. Alors, à l'époque, force est de constater que l'échec du Facebook commerce, il fut cuisant. C'était il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Est-ce que c'était trop tôt dans les usages des gens? Certainement. Est-ce que c'était lié au fait que les e-commerçants s'étaient contentés
contentés de faire du copier-coller dans leurs expériences de vente en ligne sur Facebook? Certainement. Ils n'avaient pas pris en compte les raisons pour lesquelles les gens passaient du temps sur les réseaux sociaux. Ils avaient simplement dupliqué leur site web sur Facebook, sans apporter plus de plus-value versus l'expérience sur leur site web. Alors, quoi qu'il en soit, cette première expérience de social commerce qu'on définissait comme Facebook commerce il y a 10 ans, c'était un échec cuisant. Et pourtant, ça fait déjà 10 ans que le social media fait vraiment partie intégrante du parcours d'achat, du parcours client, même si vous ne vous en rendez pas compte. Au-delà des plateformes et des fonctionnalités sur lesquelles nous reviendrons, finalement, l'intégralité de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux fait partie intégrante du parcours client. Et pourquoi c'est important? Pareil, je vous donnerai les références des stats parce que je les ai pas là, je les ai pas notées. 89% des consommateurs achèteraient une marque qu'ils suivent sur les réseaux sociaux. 71 d'entre eux, 71 d'entre eux comptent sur les réseaux sociaux pour se faire un avis, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des exemples? Je vous dis que le social selling fait partie intégrante de notre façon de vivre en tant que consommateur depuis 10 ans, mais est-ce qu'il y a des exemples concrets? Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais IBM, en fait, c'est l'un des précurseurs du social selling. Dans les années 2010, IBM avait formé tous ses commerciaux B2B aux États-Unis à l'utilisation des réseaux sociaux, principalement Twitter et LinkedIn à l'époque, pour faire du social selling. Chacun de ces 1700 commerciaux B2B avait à disposition un profil certifié, mais également du contenu et même jusqu'à un calendrier conversationnel, chose qu'aujourd'hui on fait pour les marques. Et les commerciaux B2B d'IBM disposaient déjà d'un calendrier conversationnel. Donc, ils se créaient leur communauté. Ils avaient du contenu affinitaire par rapport à des acheteurs B2B pour nourrir ces communautés. Et l'idée, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure des échanges avec les acheteurs B2B qui faisaient partie de leur communauté, ces commerciaux IBM devenaient référents à un tel point que c'était une évidence que le jour où l'acheteur B2B devait acheter des produits informatiques, les gens se tournaient, ou des services d'ailleurs, les gens se tournaient vers ces acheteurs, vers ces commerciaux IBM. Il y a plusieurs case studies que vous pouvez trouver en ligne d'IBM sur ce sujet-là. Mais voilà, ce qu'ils disent, c'est « By using social media, they drove a 400% increase in sales ». Donc, c'est gigantesque de driver 400% d'augmentation des ventes en B2B. Alors, IBM était un des précurseurs sur ce modèle de créer sa communauté, la nourrir avec du contenu pertinent et devenir effectivement un référent jusqu'à la vente. Mais IBM a été très rapidement, depuis quelques années, ce modèle-là qui est la communauté, le contenu et le commerce, il a été préempté par les DNVB qui sont devenus la référence du social selling. Et alors, c'est marrant parce qu'en septembre 2019, j'écrivais un article sur les tendances 2020. Et ce que j'ai disais à l'époque, c'est que finalement, les DNVB étaient devenus la référence du social selling. C'était eux qui avaient préempté massivement la façon de faire du commerce via les réseaux sociaux en travaillant cette communauté et ce contenu affinitaire. Et je disais qu'en 2020, ça serait peut-être l'heure pour les annonceurs traditionnels de se pencher sur ce modèle-là. Et puis est arrivé effectivement le confinement qui a accéléré l'usage du digital. Et là, on se dit que c'est vraiment le moment d'y aller. Donc, déjà, une DNVB, c'est quoi? Alors, DNVB, c'est Digital ou Digitally Native Vertical Brand. On les appelle aussi des Direct-to-Consumer Brands parce qu'elles ont la relation directe avec leurs consommateurs. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de magasin, ou s'il y en a, il leur appartient. Ce sont des startups digitales qui se sont souvent créées sur Instagram, mais en tout cas sur le digital, et souvent avec une seule gamme de produits verticale. Elles ont un positionnement fort qui est beaucoup sur la transparence, sur le côté communautaire. Et alors, on va vous donner quelques exemples, mais ça peut être un Birchbox qui vend des produits de beauté, un Jimmy Furley qui vend des lunettes. Alors,
oui, justement, je vais en citer pour la question, c'est qui les DNVB? Voilà, je vais en citer quelques-unes. Donc, Birchbox qui vend des produits de beauté, Jimmy Furley qui vend des lunettes, Horace qui est également une DNVB qui vend des produits de beauté, mais masculins cette fois-ci, ou un Pan Africa, en fait, qui vend des chaussures fabriquées de manière durable et équitable. Alors, à l'instar d'un IBM, ces DNVB, en fait, qui sont encore une fois ces Digital Native Vertical Brands, elles ont su utiliser les réseaux sociaux pour faire du social selling. Et d'ailleurs, c'est là d'où elles viennent, c'est leurs origines. Souvent, on y reviendra, mais souvent, les premières DNVB, c'était des blogs tenus c'était des blogs et qui sont devenus tellement affinitaires et tellement référents que la personne derrière ce blog, en fait, en a fait un business. Alors, en France, on compte 344 DNVB. Il y a même un syndicat des DNVB pour aller voir en ligne et vous y trouverez le nom des marques DNVB françaises. Et alors, effectivement, via la création de cette communauté, l'alimentation de la communauté via du contenu affinitaire et aussi cette relation one-to-one souvent entre le fondateur de la DNVB et comme à l'image de Mathilde, qui était Mathilde Lacombe, qui était l'image de Birchbox, par exemple. Et ben effectivement, en travaillant sa communauté, en fait, ces DNVB, elles cartonnent. Et elles cartonnent à un tel point que là où on voit un recul du retail traditionnel, et ben effectivement, certaines de ces DNVB, elles ont désormais des points de vente. Donc, elles commencent sur le digital et puis elles vont sur le point de vente. C'est ainsi que Birchbox a son point de vente, que Horace, qui est une des plus récentes sur les produits de beauté masculins, a récemment ouvert sa boutique rue des Francs-Bourgeois à Paris. Le slip français aussi, qui est une référence DNVB, a plusieurs points de vente, il me semble. Ou encore Make My Limonade, dont je vais vous parler juste après, qui a également son point de vente. Et il y a Jimmy Furley, qui est effectivement sur les lunettes, qui a carrément 60 points de vente en France. Donc, ça vous montre le succès, en fait, d'un modèle comme Jimmy Furley, qui est une des références sur le DNVB. Alors, pour illustrer tout ça, je vais vous montrer l'exemple de Make My Limonade. Alors, Make My Limonade, c'est l'histoire de sa créatrice, Lisa Gachet, et de son blog éponyme, Make My Limonade, puisque ça a commencé également par un blog. Et puis, en 2015, Make My Limonade, c'est devenu une DNVB où vous pouvez acheter vos fringues en mode DIY, c'est-à-dire que vous allez acheter un patron. Voilà, c'est effectivement... elle, son principe, c'est de proposer des vêtements en mode DIY via un patron sur des séries limitées. L'histoire, c'est qu'on ne devienne pas industriel, on reste vraiment DIY. Mais aussi, si vous ne savez pas coudre, elle fait aussi des modèles elle-même qu'elle revend. Et ben ça aussi, ça cartonne, puisqu'en 2018, Make My Limonade a ouvert un premier magasin dans le 10e arrondissement à Paris. Et puis, en plein confinement, et encore une fois, alors que les retailers traditionnels étaient fermés, à l'exception de la grande distribution, et bien du coup, Lisa Gachet, qui était sur un modèle full digital, a connu une croissance de 140% pendant le confinement, et avec un des premiers week-ends où elle a eu 2500 précommandes. Voilà. Alors, ça, c'est un exemple, mais vous allez me dire pourquoi il est important d'intégrer le social media dans votre parcours client. Les DNVB le font, mais pourquoi vous, en tant qu'annonceur traditionnel, s'il y a des annonceurs dans ce webinaire, pourquoi me direz-vous pourquoi vous avez envie effectivement de vous lancer dans le social selling? Alors, pour plusieurs raisons. La première chose, c'est un levier héroïste important. Donc, les réseaux sociaux sont un levier héroïste important sur lequel il serait dommage de ne pas capitaliser en cette période, notamment de post-confinement. Parce que déjà, peut-être qu'on sera reconfiné, je ne le souhaite pas. Mais en tout cas, c'est une période de post-confinement où l'usage des réseaux sociaux a explosé. Pendant le confinement, 36% des Français et 50% de la Gen Z, ça c'est une étude Global Web Index, ont déclaré de passer plus de temps sur le social media. Donc, les comportements ont fortement évolué. On a tous fait des tutos de cuisine, de sport sur Instagram, sur YouTube, etc. Et à la sortie du confinement, ces mêmes Français, en fait, ont dit que même après le confinement, 9% d'entre eux et 14% de la Gen Z ont déclaré qu'ils passeraient désormais plus de temps sur les réseaux sociaux. Donc, la première raison d'intégrer le social media, en tout cas le social selling dans votre expérience client, c'est que de toute façon, ça ne peut qu'apporter du plus. On est tous là pour vendre et donc c'est important de le faire. Et aujourd'hui, les usages des Français et d'ailleurs partout dans le monde le permettent de le faire. La deuxième chose,
d'où les petits pictos Amazon. La deuxième chose, c'est imaginez-vous dans un monde full Amazon. Alors, c'est déjà le cas. 56% des Français entament leur parcours d'achat sur Amazon. Alors, certes, ça augmente le chiffre d'affaires des annonceurs, et à court terme, c'est bien, mais ça vous coupe surtout de vos données clients. Mais qui plus est, en fait, votre marque, finalement, elle n'existera plus à long terme. Aujourd'hui, comme moi, je fais mes courses sur Amazon Prime, j'ai fait ma liste de courses. On sait tous que ça prend un peu de temps, même si on n'est pas en magasin, trouver les bons produits sur un site web. C'est vrai que la semaine suivante, il va me dire recommander, repasser commande de la même commande. Et souvent, en fait, je vais juste réitérer ma commande. Donc, c'est-à-dire que si j'ai acheté un Pepsi une semaine, un Pepsi, la semaine prochaine, je ne serai jamais exposée à Coca, même s'ils ont une offre spécifique sur la Coupe du Monde, etc., etc. Je ne les verrai pas. Et donc, c'est pour ça que dans un monde full Amazon, qui est quand même le monde vers lequel on tend, sauf si on revient sur l'économie locale, comme beaucoup de journaux sont en train de le présager, mais on ne le voit pas encore aujourd'hui. Dans ce monde full Amazon ou full digital, il est important, en fait, de travailler votre marque et d'entretenir votre communauté sur les réseaux sociaux. Ça vous permet d'entretenir votre audience, de la connaître, de connaître ses besoins, ses affinités, ses attentes. Mais ça vous permet aussi de sortir du lot, puisque effectivement, votre marque n'existera potentiellement plus dans un monde full Amazon. Enfin, dernier point sur l'importance du social selling, et ça ne sera pas l'objet de ce webinaire, mais structurellement, moi j'ai une question philosophique. Est-ce que les groupes traditionnels ne seront pas obligés à leur tour d'inventer leur propre DNVB sur des affinités communautaires pour survivre dans le futur? Et potentiellement, oui, c'est peut-être la commande Amazon effectivement qui arrive dans cet arrêt. Et potentiellement, est-ce que certes, si on prend un Walmart qui est l'enseigne de distribution américaine, aujourd'hui ils ont décidé de ne plus racheter de DNVB, mais de tester leur propre DNVB pour investir et développer les DNVB qui commencent à fonctionner, celles qu'ils ont imaginées. Et moi, je me dis que c'est quand même le sens du futur, et ça, c'est quelque chose que nous, on arrive à identifier via des insights communautaires, via des signaux faibles, etc. Et je pense que ça ne fera pas l'objet de ce séminaire. Mais la place des DNVB, ou en tout cas l'imaginer de nouveaux produits et de nouveaux services sur la base d'insights communautaires, c'est quand même extrêmement stratégique pour le futur. Mais on va revenir sur notre sujet du social selling. Je vais laisser la parole à Jean-Baptiste. Effectivement, le piège Amazon, c'est que dans cet univers, il faut savoir créer de la préférence et de la différenciation. Et c'est ce que Jean-Baptiste va vous raconter maintenant. Je vous remercie, je m'excuse pour le chien et je vous retrouve pour la conclusion. Bon webinaire. Merci Sandrine. Alors théoriquement, je ne devrais pas avoir de chien autour de moi. Mais du coup, j'espère que tout le monde m'entend bien. J'ai l'impression que c'est bon. Et en effet, en fait, on va repartir de ce qu'a dit Sandrine, des DNVB, pour arriver sur les classiques du social selling, qui sont les enjeux de fonctionnalité de plateforme et qui sont aussi les fantasmes sur les plateformes asiatiques. On a voulu éviter d'abord de commencer par cette réflexion, mais d'abord de se rendre compte de quelle était la réalité actuelle du social selling et de quels étaient les parcours sur les plateformes aujourd'hui. Et du coup, on a décidé de réfléchir en partant des marques les plus communautaires, celles pour qui, en fait, c'est le plus facile de faire du social selling, jusqu'aux solutions pour celles qui, par défaut, sont peut-être moins fortes, moins puissantes, ont peut-être un capital social un peu plus faible sur les réseaux sociaux. Du coup, le premier point, c'est de se dire, comme on l'a vu, le social commerce, en fait, il sourit avant tout aux marques qui sont communautaires. C'est pas le bouton shopping. Excusez-moi, je vais juste changer mon setup. Est-ce qu'on m'entend toujours? Il semblerait que oui. En fait, le social commerce, il sourit aux marques qui sont communautaires, qui par défaut, en fait, ont créé une communauté, ont engagé et ont en fait des consommateurs qui s'engagent, peu importe finalement ce qui peut être fait, puisqu'ils ont été à la création de la marque. C'est le cas de Birchbox, c'est le cas de Make My Lemonade. En fait, ce premier point, c'est simplement pour démontrer que le bouton shop, les fonctionnalités de shopping, elles font pas tout. Ce qui compte, c'est avant tout la manière dont on storytelle sa marque et ses produits sur les réseaux sociaux. C'est ça qui fait que, en social, on peut entamer un parcours d'achat. Glossier et Allbirds, par exemple, ce sont des marques qui intrinsèquement sont communautaires. En effet, pour elles, plus que pour un Coca-Cola, c'est facile de faire du social selling. Pourquoi? Parce que par défaut, dans leur ADN même, elles se sont construites sur les réseaux sociaux. Allbirds, par exemple, c'est une marque qui utilise Instagram comme un focus group. En fait,
c'est une marque qui a créé tous ses produits grâce aux réseaux sociaux et particulièrement grâce à Instagram. En fait, Allbirds, depuis sa création, elle crée des itérations de chaussures en fonction des questions qu'elle pose à sa communauté. On vient de sortir une chaussure, qu'est-ce que vous pensez de la semelle? Qu'est-ce que vous pensez de la shape? Qu'est-ce que vous pensez du confort? Comment on pourrait l'améliorer? Je regarde le chat en même temps, on ne m'entend plus. Si, c'est bon? Ok. En fait, super. Parfait. En fait, Allbirds, c'est par défaut une marque intrinsèquement social media. Et en fait, par défaut, ces 400 000 abonnés sont déjà des clients potentiels puisqu'ils sont déjà engagés. Le fait de poser des questions, le fait d'intégrer les consommateurs dans la conception même des produits, c'est quelque chose qui entame le parcours d'achat. Rares sont les marques qui peuvent se le permettre, mais Glossier et Allbirds, si on les prend en exemple, c'est surtout pour ça. En fait, ces marques-là, ces marques communautaires, ces marques qui sont un petit peu à part, elles ont aussi la chance de capitaliser sur quelque chose qui va au-delà de l'UGC. En fait, une des valeurs ajoutées du parcours entamé sur le social media, c'est le User Generated Content, à savoir le contenu généré par les utilisateurs quand ils achètent un produit et quand ils le partagent sur les réseaux sociaux. C'est, depuis la nuit des temps et depuis la création du social media, une des valeurs ajoutées du parcours social media. Mais aujourd'hui, en fait, ces marques communautaires, elles peuvent capitaliser sur encore plus que ça, à savoir communautés ad hoc qui vivent et qui partagent les produits de la marque sans même avoir à le faire elles-mêmes. C'est-à-dire que Suprême ou Glossier, ils ont des groupes de consommateurs qui s'organisent entre eux autour d'un thème, autour d'une thématique, et ils partagent la marque à la place de celle-ci. Ils partagent des actualités, mais ils partagent aussi des grammaires social media que la marque elle-même, en fait, aurait pas pu partager. Un exemple, Glossier Boyfriends. Glossier Boyfriends, c'est une communauté de filles qui se prennent en photo avec leurs petits copains chez Glossier en selfie et qui montrent finalement que, bah, certes, en tant que petit copain, quand je vais chez Glossier, je m'ennuie un peu, mais moi aussi, j'ai des petites activités et cette marque est cool. Donc, c'est une manière de dire, sans que la marque y tienne, commencez à nous préférer, achetez nos produits parce qu'on a aussi ces communautés à disposition, sans même qu'on ait à le dire. C'est les gens qui le font pour nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que d'autres marques, des marques qui par défaut ont un capital social plus faible, en fait, commencent à réfléchir à ces stratégies de Community Generated Content, pardon pour ce nouvel acronyme. Et c'est l'exemple de Asos. Asos qui va lancer des communautés dédiées aux curves, à toutes sortes de catégories, à de la diversité. En fait, c'est pas simplement de l'UGC, c'est pas simplement des hashtags. En fait, c'est la création de communautés. C'est Vêtements, une marque de luxe, qui crée une communauté dédiée qui s'appelle Vêtements Uncensored, où là, ils vont partager tous les contenus limites, border, presque moins de 18, on le voit dans la bio, qui sont partagés avec la marque et surtout avec les vêtements, avec les produits. C'est une raison de plus d'acheter, c'est des nouvelles formes de parcours d'achat sur les réseaux sociaux. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, les marques aujourd'hui, elles ne peuvent pas promettre d'elles-mêmes de dire achetez une voiture ou achetez un mascara et vous allez vous faire des nouveaux amis sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est une des raisons d'acheter, une des raisons de préférer. Et c'est aussi une des idées reçues qu'on peut avoir. En fait, aujourd'hui, on se dit souvent que le social selling, ça sert simplement à vendre des lunettes à $50 et des mascaras à $12. C'est faux. En fait, le social selling, ça permet aujourd'hui de vendre aussi des voitures à 15 000 €. Même de vendre des propriétés aux États-Unis. Il y a beaucoup de social selling sur le real estate. Ça permet même de vendre des propriétés à plusieurs millions de dollars. Un des exemples qu'on connaît peu, c'est Dacia. Par exemple, Dacia, en fait, c'est une marque qui, intrinsèquement, est hyper communautaire. En fait, les gens qui achètent Dacia, ils sont pragmatiques de fait d'acheter une des voitures avec le meilleur rapport qualité-prix, mais en plus, ils sont très dans le partage et dans les tips, les hacks, l'aide au quotidien. Et en fait, petit à petit, ils se sont organisés sur les réseaux sociaux en communauté à part entière en fonction des modèles. Donc en fait, quand on achète un Sandero, eh ben, on a une nouvelle promesse, c'est la promesse de faire partie d'une nouvelle communauté. Et en fait, Dacia elle-même pourrait pas le dire en publicité. Elle pourrait pas dire, si vous achetez une Sandero, il y a plein de forums et plein de groupes sur les réseaux sociaux, Team Sandériste et Team Logan. Pourtant, c'est la réalité. Et la marque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle organise un grand pique-nique chaque année, le grand pique-nique Dacia, où des dizaines de milliers de Dacianautes, c'est-à-dire qu'ils se sont eux-mêmes trouvé un nom, les Dacianautes, les conducteurs de Dacia sur Internet, partagent toutes leurs astuces et tout leur amour pour la marque. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces raisons qui sont purement social media, ces raisons de préférer la marque, c'est des raisons que finalement la marque ne contrôle pas, mais c'est cette valeur communautaire qui fait que par défaut, en fait, elle entame un parcours de préférence, elle entame un parcours de considération sur les réseaux sociaux, et en fait, ça nous fait juste en point de départ se dire que c'est pas juste le bouton shopping, c'est pas juste la fonctionnalité, c'est pas juste les essayages en réalité augmentée qui font le parcours
vous inquiétez pas, on va parler de toutes ces fonctionnalités, on va même parler des plateformes asiatiques juste après. Donc, en fait, il y a ces marques pour qui c'est facile. Ces marques qui ont un capital social, qui ont une valeur communautaire. Pour elles, pas de problème. À la rigueur, elles ont presque pas de raison d'être là et d'écouter ce qu'on raconte. Mais il y a les marques qui ont peut-être pas cette chance, mais qui réfléchissent différemment et qui réfléchissent surtout en expérience relationnelle. Une des valeurs ajoutées du parcours social média, c'est qu'en fait, on peut créer une relation, on peut créer une expérience et surtout, on peut créer de la confiance et de la relation de conseil sur le social media. Pourquoi? Parce que c'est le seul touchpoint qui permet d'incarner une marque. En fait, c'est le seul touchpoint où on peut véritablement être la marque, s'exprimer comme une personne à part entière, comme une sorte. En fait, mon profil de marque devient une sorte d'avatar avec son ton, avec sa personnalité. Et ça a de la valeur. Ça a de la valeur autant que ma super expérience d'achat en retail avec ce super vendeur à qui j'ai fait confiance, qui m'a conseillé et qui m'a emmené petit à petit jusqu'à la caisse. Et qui fait qu'une fois que mon achat est fait, bah, quand je sors, j'ai encore moins de doutes puisque j'ai eu une super expérience, une super relation. Cette même relation, en fait, elle est possible sur le social media. Et c'est finalement le même parcours qui va m'emmener à la caisse. La caisse, c'est le swipe up, c'est la redirection vers le shop en ligne. Mais c'est sensiblement la même chose. L'exemple, c'est par exemple ces marques qui sont des marques puissantes, qui sont des marques 100% digitales et qui par défaut sont incarnées. Dans leur création, elles sont incarnées. Tesla aujourd'hui, elle repose beaucoup, c'est une marque qui repose, la valeur repose et la raison de la préférer repose beaucoup sur la personnalité, la vision, les valeurs, même les tweets d'Elon Musk. C'est la raison pour laquelle il fait tous les 2 ans à peu près un Ask Me Anything sur Reddit, au cours duquel la plupart des internautes et même des acheteurs potentiels de la marque peuvent échanger directement avec le créateur, avec le visionnaire qu'a lancé Tesla et d'autres marques. Yoko, par exemple, c'est pas juste du merch, c'est pas juste les t-shirts brandés à l'effigie de Squeezie. C'est une vraie marque créée par Squeezie, un peu comme une DNVB, qui n'existe que sur Internet et que les gens aiment parce qu'il y a en fait cette espèce de valeur de support. En fait, à partir du moment où on incarne et à partir du moment où on a une raison d'être, c'est aussi ce qui donne la valeur au DNVB. En fait, on a une nouvelle raison de préférer qui est le fait de supporter. En fait, si on aime Squeezie, si on aime Elon Musk, eh ben, on va acheter aussi comme un acte sociétal, comme dire, bah voilà, moi j'ai fait mon choix. Je préfère Tesla, je préfère l'électrique, je préfère cette vision à d'autres. Quand on achète du Yoko, on achète la vision, on achète le travail, on achète peut-être 1 an de vidéos vues par Squeezie. Ça a de la valeur et ça doit être intégré dans la manière dont on construit sa marque sur le social media. Comment je peux l'incarner? Quelle peut être ma manière de communiquer? Et je suis désolé, j'ai du mal à lire les questions en même temps. Donc au pire, on y répondra après. Et en fait, cette valeur d'incarnation, au-delà d'avoir une égérie, au-delà d'avoir un créateur, en fait, le social media est un des seuls touchpoints qui permet d'avoir un ton, d'avoir une personnalité. L'exemple de Horace, il est assez édifiant, puisque par exemple, le paid que vous voyez là, nettoyant visage purifiant, avec le score Yuka comme reason to believe, comme preuve d'aimer ce produit pour une valeur responsable, en fait, c'est un paid qui date d'il y a 1 an ou 2 même, et c'est vraiment les débuts de la communication paid d'Horace sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la marque, au-delà d'avoir une égérie, elle incarne simplement sa personnalité et ses produits à travers les codes de communication qu'elle utilise. Elle sait que Yuka est important, et c'était bien avant que Lu et autres marques de grande consommation l'utilisent aussi comme un label en télé. Elle sait que Yuka compte, donc en communication, comme raison de swiper et d'aller acheter le produit, elle met Yuka, elle met son score Yuka comme une preuve. C'est les exemples aussi de conversations avec des consommateurs qui disent oui, moi, le gel d'après-rasage, je préférerais qu'il soit en 100 millilitres. Très bien. Dans le mois qui suit, on montre la conversation, on montre la preuve, on sort un nouveau produit. C'est des codes de communication purement social média qui forcément ne peuvent exister que sur le social et qui permettent aussi de développer une personnalité qui, en fait, revient à un espèce de... C'est ce mec cool qui, dans le magasin, me conseille, me parle avec mes codes de communication à moi et, in fine, m'emmène à la caisse et m'emmène acheter quelque chose. Une des valeurs ajoutées du social media, toujours dans cette relation de confiance, c'est le discours de preuve. Aujourd'hui, le social media, c'est des formats longs, c'est des formats qui permettent les messages sociétaux, c'est des proclamations, en fait, qui permettent aussi de répondre aux nouveaux besoins. Alors, apparemment, il y a des problèmes de son. Vas-y, JB, entends. Enfin, continue.
des raisons, en fait, les gens aujourd'hui vont aussi sur le social media pour vérifier ce que les marques ont proclamé. Et ça, c'est vraiment important dans le parcours. Aujourd'hui, on a des marques qui, en télé, nous disent nous sommes responsables, nous faisons les choses bien, nous sommes irréprochables. Un des premiers réflexes aujourd'hui du consommateur dans le parcours, c'est d'aller sur Google, d'aller sur le digital pour vérifier les preuves, pour vérifier si c'est vrai. Et ça, aujourd'hui, c'est une des valeurs ajoutées intrinsèques au social media, parce qu'on a une captivité, parce qu'on a des gens qui sont là parce qu'ils l'ont choisi. Super. On a des gens qui sont là parce qu'ils l'ont choisi, on a des gens qui sont là parce qu'ils ont fait une requête pour vérifier quelque chose. Ça, c'est la valeur aussi du touchpoint sur le social. C'est le discours de preuve. Sur des formats longs sur YouTube, certes, mais aussi avec des grandes captions, comme le fait très bien Noah, sur Instagram, pour raconter en quoi ils s'échinent, en quoi ils s'efforcent à faire les choses bien et en quoi ils ont des preuves à présenter. Et enfin, dernier point de la relation, c'est cette valeur d'affinité culturelle. En fait, ce même vendeur, imaginons ma marque incarnée comme un vendeur, elle me permet aussi de me faire des clins d'œil, de me dire je te ressemble, je te connais, je te comprends, j'ai les mêmes références culturelles que toi. C'est l'exemple de Jog 85. Jog 85, c'est un clin d'œil dans la relation aux médias qui a été faite et c'est un clin d'œil avec l'égérie rebeu des terres qui a été utilisée, qui a été mise en scène. Pour raconter la petite histoire, en fait, c'est Decathlon qui interpelle un média streetwear en disant « Regardez, on a retrouvé dans nos archives des vieux joggings de 1985. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient de la valeur aujourd'hui ?» Le média démultiplie la visibilité. Decathlon décide de sortir ces fameux joggings en quantité limitée. Et à midi, j'ai plus la date en tête, mais il y a un an, ils mettent en ligne le produit avec en égérie une des stars du divertissement des jeunes sur Twitter. Et ça fonctionne et ça cartonne. Donc, en fait, c'est aussi un touchpoint qui permet de construire sur un temps assez long des clins d'œil, des relations, des affinités culturelles avec les consommateurs pour leur vendre des produits. Et donc, voilà pour ces marques qui ont bien travaillé leur social media, qui ont une valeur communautaire, qui ont réussi à construire une expérience relationnelle. Voilà pour tous ces exemples. Quand on a du mal à le faire, enfin, c'est un raccourci, mais c'est pour faire un peu tuto, quand on a du mal à le faire ou quand par défaut, on a un capital communautaire qui est moins fort, quand par défaut, on est une marque qui génère de la défiance, on peut aussi utiliser les influenceurs comme démultiplicateurs, catalyseurs des derniers swipe-up. Je m'explique. En fait, aujourd'hui, il y a des marques qui, par défaut, n'arrivent plus vraiment à convaincre. Il y a des marques qui, auprès de certaines générations, auprès de certaines audiences, sont moins iconiques qu'elles pouvaient l'être pour d'autres générations. Dans ces cas-là, l'influenceur me permet de créer cette expérience relationnelle. Et un des trucs très cool aujourd'hui, l'insight le plus fort, c'est qu'en fait, la plupart des consommateurs sur les réseaux sociaux, ils ont capté que les influenceurs se rémunéraient en faisant des partenariats avec les marques. C'est un état de fait. Et ça, c'est hyper cool parce que du coup, aujourd'hui, en termes d'influence, on n'est plus obligé de cacher ce qu'on fait. On n'est plus obligé d'être dans un truc machiavélique. On peut même faire des campagnes méta. Aujourd'hui, les jeunes, ils adorent Sebi Dadi parce que c'est un influenceur qui a du second degré. C'est un influenceur qui crée des véritables sketchs pour faire des placements de produits avec des internautes qui les trouvent plus ou moins drôles et qui les classent. Donc, en fait, c'est totalement acquis. Ça ne veut pas dire que les posts sponsors de Sebi Dadi cartonnent plus que les autres, mais c'est simplement de se dire aujourd'hui, c'est tellement acquis qu'on peut réfléchir différemment. La collaboration entre Febreze et Khloé Kardashian, honnêtement, quand on regarde le visuel, quand on regarde les diffuseurs avec des strass dessus, on est dans une campagne méta, on est dans une campagne second degré, on est dans une campagne décontractée. En fait, on sait que les consommateurs savent, et du coup, c'est ce clin d'œil, c'est cette espèce de nouveau marketing de l'influence qui fait aussi que ça fonctionne. On est dans du kitsch, on le sait, on l'assume, et en même temps, on vous dit, voilà, ces produits-là, ils existent, ils fonctionnent, c'est de l'awareness, de la conviction, et on a en plus le petit message clin d'œil de Khloé Kardashian qui nous dit, moi, dans ma grande villa, j'utilise Febreze et ça cartonne et ça sent bon. On est obligé de mettre des petites campagnes wear sociales pour manquer d'humilité parfois, mais c'est l'exemple. Tout va bien, ouais, tout roule. C'est l'exemple d'Aurélien Prévost qui fait une campagne avec Lotus. Ah oui, méta, excusez-moi. En fait, méta, ça veut simplement dire second degré. Méta, c'est un terme de jeu vidéo qui veut dire j'ai tellement maîtrisé les codes de mon jeu vidéo que j'ai développé des nouveaux codes de communication, des nouveaux codes de jeu, des nouveaux codes de gaming qui répondent à des choses qu'on a déjà trop vues. Donc, en fait, c'est l'espèce de… C'est le quatrième mur. C'est Deadpool qui a conscience qu'il est dans un film et qui en fait des blagues. C'est un peu la même chose. Dites-moi si la connexion, ça va, parce que j'ai des petits messages d'alerte me disant que je suis en ADSL. Donc, au cas où, mettez-moi des alertes. Donc, voilà, Aurélien Prévost, par exemple, il fait une campagne avec Lotus. Super. Il fait une campagne avec Lotus, méta, où en fait, il va montrer dans sa campagne comment
il a collaboré avec la marque, il va montrer quasiment les échanges de mails avec les décideurs de la marque et en quoi ça lui a permis de devenir une égérie PQ. Et ça fait vendre et ça fait préférer. On préfère Fébreze pour ça, on préfère Lotus pour ça parce qu'on l'a vu sur Internet et parce qu'on a vu des trucs cool et qu'on a vu des gens qu'on aimait bien finalement nous montrer qu'ils avaient été rémunérés grâce à un annonceur. Si cet état de fait, cet insight, en fait, il est tellement puissant, il est tellement vrai qu'aujourd'hui, le pouvoir de recommandation des influenceurs, il est plus approuvé. On a souvent des questions qui nous disent est-ce que le social selling, ça fonctionne vraiment? Est-ce que l'influence, ça fait vendre? Oui. Un des exemples les plus puissants, c'est Unbox Therapy. Unbox Therapy, c'est le maître de l'unboxing aux États-Unis sur YouTube tech. Il présente pas mal d'objets tech. Unbox Therapy, quand tu fais des vidéos top 10 des gadgets Amazon, il commence sa vidéo en s'excusant. En fait, il dit, voilà, je vais vous présenter 10 produits. Je suis désolé pour ceux qui verront cette vidéo dans 1 heure parce que tous les produits que je vais vous présenter, ils seront sold out sur Amazon. C'est vrai. Et il dit ça parce que simplement, dans ses précédentes vidéos, à chaque fois qu'il parlait d'un produit, dans la seconde, c'était sold out sur Amazon. Ça, c'est la réalité de l'influence et la réalité de son efficacité. Et en fait, là où ça commence à ressembler aux plateformes asiatiques, c'est qu'aujourd'hui, Unbox Therapy, il a sa page sur Amazon. En fait, on peut voir les produits curatés par Unbox Therapy directement sur Amazon. On peut directement cliquer ce qu'il préfère, ce qu'il aime, et son pouvoir de recommandation est directement mesurable. Alors, encore une fois, la même question. Est-ce que ça aide à vendre simplement des mascaras à 12 $ ou est-ce que ça peut nous permettre de vendre plus? Un des exemples, c'est le pouvoir de Kylie Jenner qui a réussi à faire revendre des soutiens-gorge iconiques de Victoria's Secret simplement en disant que c'était ça, sa technique, pour donner l'impression d'avoir des faux seins alors qu'elle avait des seins naturels. Unbox Therapy est payé, ouais. Unbox Therapy, souvent, il a des partenariats avec les marques et dans ces cas-là, il le dit. Et il le dit en intro. Il dit, par exemple, Google m'a envoyé ce produit, Huawei m'a envoyé ce produit. Mais sur la plupart mais par exemple, sur les top 10 de gadgets Amazon, là, c'est simplement lui qui a testé un maximum de produits et qu'il est sur les top 10, c'est le cas. En fait, c'est pas les reviews. Sur les top 10, il n'est pas payé. Sur les top 10, il va juste classer les gadgets qu'il reçoit en fonction de ses préférés. Sur les reviews de produits, il dit voilà, on m'a envoyé un produit et voici ma review. C'est pas exactement la même chose. Pareil sur Amazon, en fait, ce qu'il met, c'est simplement les produits qui ont été curatés. Oui, bien sûr, il y a des exemples. Je ne sais pas si je m'interromps pour le chat ou si on répond à la fin. Ok, super. Bon, je continue. Du coup, Kylie Jenner, elle vend des soutiens-gorge simplement en disant est-ce que vous voulez savoir si j'ai refait mes seins? Eh bien non, j'utilise le bombshell de Victoria's Secret. Dans la seconde, le site Victoria's Secret s'écroule et un soutien-gorge qui était déjà dans tous les tiroirs de toutes les filles aux États-Unis est racheté à nouveau par ces filles-là. C'est l'exemple de Levi's. Levi's aujourd'hui, c'est une marque iconique pour les boomers, donc pour nous, les ringards, mais c'est pas forcément une marque iconique pour les plus jeunes, pour les 16-24. Et bah du coup, la réflexion, c'est de se dire on va faire de l'influence, mais on va faire de l'influence sur la bonne plateforme, à destination de la bonne audience et avec les bons influenceurs. Du coup, les 16-24 sont majoritairement surengagés sur TikTok aujourd'hui. Les influenceurs, c'est des influenceurs qu'on ne connaît pas, nous, les boomers, mais on va leur faire confiance et on va réfléchir à un format créatif. En fait, l'équation, elle est simple et c'est ça aussi qui permet la démultiplication des redirections vers le site. Ok, je viens de voir un contenu créatif sur TikTok avec mon influenceur préféré dans le bon code, c'est-à-dire qu'il y a de la danse, il y a de la musique, il y a un bon montage. Je vais swipe up et découvrir les produits que je connaissais peut-être pas. Et ça sert aussi, climax de la démonstration, à booster les ventes d'une concession Renault en Isère. Pour toutes les questions qui disent oui, mais en France, est-ce que ça existe? Eh bien oui, et ça existe même à l'échelle locale. On a alors on ne peut pas mettre les vidéos, mais il y a un YouTuber dans la région de Grenoble, je crois, qui teste une Clio V6 en se rendant dans une concession, le garage Renault Sanchez du coin. Il teste une Clio V6 et il tombe amoureux de cette voiture. Le mec a 23 ans, donc il la connaît à moitié, enfin, il ne l'a pas vu rouler. Il en tombe amoureux, il en fait la promotion, grosse vidéo, ça fait quelques milliers de vues. Le garage Renault Sanchez, dans les semaines qu'on suivit, a vendu, je crois, 2 ou 3 Clio V6 ou Clio d'occasion qu'il avait directement liés à cette vidéo qui avait été vue. Donc, les gens se rendaient dans un garage qu'ils n'avaient jamais remarqué. Et en fait, je crois que sur l'année, ça avait boosté par 3 ou par 4 le nombre de ventes et le trafic de sa petite concession en local, juste sur une vidéo d'influence, sur une concession locale pour acheter des voitures. Donc, c'est vraiment la démonstration qui, par défaut, nous semble être la plus compliquée. Un prix d'achat très élevé, du local, une création de trafic vers le retail et vers des points de vente qui aujourd'hui sont
un petit peu, la concession, c'est plus autant le bureau de poste qu'avant. Le parcours d'achat est beaucoup sur YouTube. La preuve, finalement, la concession devient, la caisse devient la fin du parcours d'achat quand pour les jeunes, quand pour les 16-24, c'est directement un swipe up que je me fais livrer à la maison. Donc voilà en gros tout ce qu'on a vu pour essayer d'éviter de parler des fonctionnalités et des plateformes asiatiques. On est obligé d'en parler, donc on va en parler parce que oui, tous ces parcours, qu'on ait plus ou moins de capital social, qu'on ait la chance d'avoir créé une expérience relationnelle ou pas, ou qu'on ait à disposition des influenceurs, en fait, ce qui compte aussi et ce qui compte beaucoup, c'est les fonctionnalités des plateformes. On doit en parler et les boutons shopping et les innovations de chacune des plateformes. Aujourd'hui, alors c'est pas animé, mais vous imaginez bien qu'à droite, c'est une belle démo de moi-même avec des sneakers Gucci en 3D que je n'ai pas acheté, mais via Snapchat. Donc en fait, aujourd'hui, nombreuses sont les fonctionnalités à disposition des annonceurs. On peut essayer des baskets, des lunettes, des rouges à lèvres en réalité augmentée. On a des social showrooms sur quasiment toutes les plateformes. On a en plus, et ça c'est important, un message publicitaire qui, parce qu'il est innovant, parce qu'il a des fonctionnalités de social media, est largement accepté par les utilisateurs. Je reviens juste à cette slide, ou quoi que je peux passer. En fait, c'est cette valeur aujourd'hui du paid et des fonctionnalités social shopping qui ont de la valeur. En fait, contrairement, quand je suis à la télé, j'ai accepté le fait qu'il y ait une coupure pub de 2 minutes quand je regarde The Voice. Et de la même manière, sur les réseaux sociaux, quand on est bien intégré, quand on adoube les codes de la plateforme elle-même, quand on fait, comme Balenciaga sur TikTok, une petite chorégraphie de sneakers, comme une chorégraphie TikTok pour rediriger directement sur le site, quand, comme Appen, on reprend les classiques mots désignés par un doigt pour rediriger vers quelque chose, en fait, on déguise la publicité, certes, mais en fait, on fait qu'elle est aussi beaucoup plus acceptée et que le dernier clic, le passage à la version shoppable, elle est beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce qu'elle est parce qu'elle est divertissante, parce qu'elle est créative et parce que surtout la marque elle-même, ça lui permet de se positionner différemment. En fait, ça lui permet d'avoir un écosystème de parcours omnicanal, 100% social media, mais avec des touchpoints qui sont un petit peu différents. Sur TikTok, je vais adapter ma publicité, je vais être plus créatif, je vais être dans des univers musique, je vais faire des clins d'œil à des références culturelles musique, ce qui n'est pas le cas sur Snapchat, où je vais être peut-être dans une démonstration de la tech, dans une démonstration de ma capacité d'innovation. C'est tout ça qui fait aussi qu'on aime les marques sur les réseaux sociaux et qu'on a beaucoup plus de plaisir finalement à voir leurs produits et à les acheter in fine. Jusqu'aux marques les plus puissantes de toutes, qui arrivent même à développer leur propre plateforme de selling avec des fonctionnalités sociales. Nike aujourd'hui, pour ses sneakers, et la plupart du temps en dehors des canaux social media et des grandes plateformes qu'on connaît, mais à développer son appli sneakers, à l'intérieur de laquelle on a des fonctionnalités sociales de partage, de like, de clics, des interactions, du try-on en réalité augmentée. On a tout sur une app à côté qui, en plus, crée des ponts vers les autres plateformes. C'est-à-dire que si j'ai le droit si j'arrive à acheter une paire de baskets en édition limitée, eh ben, j'ai un billboard prêt à l'emploi que je peux partager sur Insta ou sur Twitter. Donc, on crée des ponts et on crée une expérience relationnelle. En fait, Nike, par défaut, est vraiment surpuissante et peut se permettre de le faire. Rares sont celles qui peuvent le faire. Elle a un capital social, elle a cette affinité culturelle, elle a développé des fonctionnalités innovantes, les sneakers pass, etc. Elle a une expérience relationnelle, c'est un très bon cas dont il faut s'inspirer, mais dont il faut s'inspirer sur les plateformes natives. En fait, et ça on le sait déjà, c'est que toutes ces fonctionnalités, elles ont été démocratisées, toutes ces fonctionnalités de social showroom, elles ont été démocratisées en partie grâce aux marques de cosmétiques et grâce aux marques de mode, en particulier sur les accessoires. Pourquoi ? Parce que c'est facile de mapper des sourcils, du mascara, du rouge à lèvres, c'est facile, ça l'est devenu, de mapper des lunettes ou des lunettes de soleil. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, sur Pinterest, sur Instagram, sur Snapchat, à peu près partout, en fait, aujourd'hui, j'ai des fonctionnalités de social shopping et de social showroom, donc en fait, les derniers mètres du parcours qui sont disponibles, qui me permettent de faire du try-on. C'est-à-dire que le confinement me permet finalement d'avoir une vraie expérience retail chez moi et c'est ça qui démultiplie aujourd'hui la puissance du social selling. Là-dessus, rien de très nouveau. Et on est obligé de parler du fantasme qu'on a sur les plateformes asiatiques. Parce que ça fait 10 ans qu'on fantasme sur les parcours asiatiques et sur les fonctionnalités asiatiques. Un des points à prendre en compte, c'est d'abord la différence de paradigme. En fait, il y a certains parcours ou certains comportements qui seront loin d'exister en Europe.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, WeChat, en fait, c'est pas la même chose que toutes nos applis juxtaposées. WeChat, c'est un véritable écosystème. C'est quasiment une surcouche sur l'OS de mon smartphone. Désolé si je commence à parler avec des termes techniques. En fait, c'est une vraie plateforme. Je lance WeChat et à l'intérieur de WeChat, je payais mes factures EDF, louer un vélo, commander ma bouffe, envoyer un message, partager mes likes. Je peux tout faire sur WeChat. C'est ça qui fait un petit peu la différence. C'est un écosystème avec à l'intérieur une cinquantaine d'applications. Mais ce qui est intéressant, c'est ces nouvelles fonctionnalités de WeChat et ces nouvelles plateformes. Une des nouvelles fonctionnalités de WeChat, par exemple, c'est Good Product Circle. C'est une extension à WeChat qui permet en fait de socialiser mes listes de courses. Donc en fait, quand je fais mes achats sur WeChat, ça me génère forcément une liste d'achats et celle-ci maintenant est désormais sociale, c'est-à-dire qu'elle est partagée à tout mon réseau, à toutes mes sphères de contact WeChat. Quand j'achète une crème hydratante pour homme 10 fois de suite, eh ben, mon meilleur ami va le voir sans que je lui partage. S'il se pose la question sur est-ce que je dois changer ma routine beauté, que ce qu'on soit un homme ou une femme, bah, son premier réflexe, ça va être d'aller voir quelles sont les références, quels sont les produits les plus plébiscités. C'est aussi une alternative au dogme de l'influence. C'est de se dire aujourd'hui, j'ai des influenceurs qui me partagent leurs choix, qui me partagent leurs recommandations, mais j'ai aussi en un clic accès à toute la data social media de mes proches et de mes sphères social media. Je vais accélérer pour conclure. Little Redbook, par exemple, qui est très intéressant, en fait, mixe des formats TikTok pour du tutoriel, une interface à la Pinterest où en fait on pin nos produits et une plateforme de e-shop. C'est-à-dire, imaginez un Pinterest où chacune des utilisations produits est mise en scène dans un format vidéo TikTok, donc hyper engageant, et qui permet en un clic de l'acheter et de le recevoir chez soi. Ça, aujourd'hui, c'est les usages chinois sur lesquels on peut capitaliser et qui vont potentiellement influencer les parcours de social selling des plateformes européennes, c'est sûr. Mais pour les fantasmes de pouvoir payer son bucket KFC simplement en souriant à une caméra, aujourd'hui, on en est loin parce qu'on est dans un écosystème bien différent et surtout, et c'est le dernier point, on est aujourd'hui sur des transformations de fin de parcours qui dépendent beaucoup des fonctionnalités de paiement intégré. En fait, on peut faire ce qu'on veut. À la fin, l'efficacité du parcours, elle dépendra beaucoup de la facilité à payer, de la facilité en un clic ou en scannant son empreinte digitale à faire la transaction, à passer directement à la caisse. Et en fait, ces choses aujourd'hui qu'on peut trouver compliquées, par exemple, c'est difficile de me dire, tiens, je vais lancer Insta, il y a ma CB sur Insta, ou il y a ma CB qui est déjà intégrée à Messenger. C'est des choses aujourd'hui qui peuvent encore faire peur. Mais la réalité, c'est qu'on est quand même une majorité de gamers aujourd'hui et que quand on est sur des plateformes de gaming, eh ben, on a moins ce problème. Aujourd'hui, sur les plateformes de gaming, on a comme condition d'utilisation des différents stores, voire même des différentes consoles, besoin d'intégrer sa carte de crédit. C'est ce qui explique aussi pourquoi on a tant de publicité, tant de bannières sur des produits qui sont des produits dématérialisés et qui redirigent vers les stores. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le parcours le plus facile. Pourquoi? Parce qu'on a nos CB intégrés, parce qu'en un scan de mon empreinte digitale, je fais ma transaction. Je n'ai pas de clé digitale, je n'ai pas de complications de ma banque. C'est vraiment du seamless. Et quand on voit la PS5 Digital Edition, bah, c'est par exemple la bonne démonstration. En fait, demain, on achètera des consoles qui n'ont même plus de lecteur CD, donc on n'achètera plus de physique. Tout ce qu'on fera sera en digital, tout ce qu'on fera sera embarqué avec ma CB. Et c'est vraiment un des enjeux du social selling demain. Il y a déjà plein de choses qui se passent. Il y a déjà plein de choses qui nous inspirent sur les plateformes asiatiques. Mais un des enjeux, quand même, ça reste les fonctionnalités de paiement intégré. Et c'est ce qui me permet de conclure. C'est qu'en fait, ça fait partie des prochaines initiatives. C'est déjà des choses qui existent, en particulier sur l'écosystème Facebook. En fait, il faut réfléchir à un écosystème Facebook qui tend de plus en plus à ressembler à un écosystème WeChat. Pourquoi? Parce que pareil, c'est un OS, c'est une surcouche. En fait, Facebook, c'est pas l'application bleue avec le F blanc que les jeunes délaissent de plus en plus. C'est un écosystème à l'intérieur duquel j'ai différentes fonctionnalités, différents usages. J'ai Instagram, j'ai Messenger, j'ai WhatsApp, etc., etc. C'est un écosystème, c'est une surcouche. C'est plus simplement un réseau social où je tag mes potes comme en 2007. Et en fait, sur tous ces outils, aujourd'hui, Facebook développe des fonctionnalités de paiement intégré. C'est le cas sur Insta récemment avec le couplage des Facebook Shops qui permet en un clic et sur les pages profil, allez voir sur certaines pages de marque, quand on clique, on a voir la boutique et j'ai directement le e-shop intégré
et je peux ajouter ma CB, ajouter mon PayPal pour faire un achat en un clic. C'est les cagnottes sur Messenger, c'est l'envoi d'argent même à l'international via WhatsApp, et c'est demain, dans les projections futures, le développement de leur propre crypto-monnaie, la Libra, pour gérer aussi toutes ces transactions de manière plus simple et de manière en plus ultra sécurisée. Donc, en fait, en synthèse et pour conclure très vite, parce que je laisse plus beaucoup de temps à Vincent, j'espère que tout le monde m'a entendu et que c'était assez clair. On a des marques qui ont de la chance, par défaut, parce qu'elles ont un capital social, parce qu'elles sont des NVB dans leur ADN, parce qu'elles sont incarnées. Et elles, aujourd'hui, on les prend souvent comme exemple, mais il ne faut pas oublier qu'elles ont une chance. Elles partent d'un peu plus loin sur la ligne de départ que nous. La plupart des marques ont un handicap par rapport à elles sur la valeur communautaire qu'elles ont. Mais une des chances qu'on a sur le social media, c'est de créer une expérience relationnelle qui nous permet de raconter des preuves, qui nous permet de donner de la confiance, qui nous permet d'incarner et d'utiliser un vocabulaire qui est bien différent de tous les autres touchpoints et qui permet en plus de créer de l'affinité culturelle. Et ça fait partie de ce qui a de la valeur dans les parcours d'achat. Ensuite, on a un outil hyper puissant qui reste celui de l'influence, tellement puissant aujourd'hui qu'il est accepté que nos influenceurs fassent des campagnes, se rémunèrent avec des partenariats produits et qu'en collaborant avec les marques, on aime même les marques qui sont décontractées vis-à-vis de ça et qui l'assument. C'est une des préférences et ça, c'est hyper intéressant. Et enfin, il faut toujours garder en tête les différentes fonctionnalités, rester à jour sur les boutons shop en fait de chaque plateforme et avoir un œil aussi sur les nouvelles fonctionnalités de paiement intégrés qui vont nous permettre de démultiplier l'efficacité du parcours avec des paiements en un clic. Voilà en gros l'état des lieux, le paysage actuel du social selling, sans forcément être que sur l'Asie et sur de la projection, et sans forcément être que sur l'observation de ce qui s'est passé pendant le confinement ou dû à la crise Covid. Et du coup, je vais passer la parole à Vincent pour la conclusion. J'espère que tout a roulé. Voilà. Si, merci, vous m'entendez bien, oui. Effectivement, si en rapide synthèse, et je vais essayer d'être court sur cette troisième partie, on l'a vu, les logiques d'influence, les contenus affinitaires que les marques sont capables de déployer et l'innovation des plateformes sont aujourd'hui autant de leviers qui permettent de façonner le parcours d'achat. Maintenant, si on se remet dans la réalité de ce juillet et de la crise qu'on vient de voir, comme sur beaucoup de tendances digitales, le Covid a eu un effet d'accélérateur sur le commerce digital. Alors déjà, pré-Covid, on l'a vu, je ne vais pas revenir dessus, le social media a un impact décisif sur nos modes de consommation, que ça soit conscient ou que ça soit consciemment ou inconsciemment. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, dans cette réalité post-Covid où on est encore dans les contours de cette crise, les tendances des marques à se digitaliser s'est accélérée un peu à la hâte. Devant la croissance et on l'a vu sur le social media particulièrement, on a atteint ces derniers mois des niveaux d'engagement qu'on n'avait jamais vus. Le développement de nouvelles plateformes comme TikTok et l'utilisation massive de messagerie one-to-one, particulièrement des messageries comme WhatsApp, et également des publishers et des marques, notamment sur le secteur du B2B, qui se sont mis à investir massivement WhatsApp. Intéressant de voir, que cette tendance, elle est globale, c'est-à-dire qu'elle touche toutes les franges de la population. On l'a vu avec les DNVB qui ont été, on va pas se mentir, des marques qui ont en priorité touché la Gen Z. On voit que cette crise du Covid, elle a permis de massifier l'utilisation des réseaux sociaux, quels que en soient les usages. Et on peut le voir selon notre baromètre qu'on a avec We Are Social et Hootsuite, que ces croissances sont aussi très fortes sur les plus de 45 ans. Il y a une étude qui est assez intéressante qui a été faite par un cabinet qui s'appelle Scission en mai 2020 auprès de 500 décideurs marketeurs qui a révélé, et ça peut paraître assez attendu aujourd'hui, mais que le social media était un des points de contact qu'ils ont considéré comme le plus héroïste pendant la crise du Covid. Cela pour des raisons assez évidentes, la capacité d'adaptation des réseaux sociaux, mais également la capacité des réseaux sociaux, et on l'a vu également, à pouvoir couvrir tous les besoins du parcours d'achat. Il y a évidemment un effet d'aubaine derrière qui continue, et on l'espère, et ça fait plaisir pour nous en tant qu'agence sociale de voir que pour ces décideurs, les réseaux sociaux sont aussi un point de contact d'avenir qui répond à leurs enjeux à la fois business et de branding.
Derrière ça, il y a une accélération qui est en train de s'opérer. Une marque comme Starbucks a avancé de 3 ans un plan de synergie du parcours d'achat social et du parcours d'achat physique, avec un plan, avec une mise en place d'une application qui permet de commander en ligne depuis son smartphone son café. Ou plus proche de chez nous, Carrefour, qui pendant le Covid, à la hâte, a développé, a enrichi son bot qui était déjà un bot dédié au care et à la relation client, qui permet également d'obtenir son prospectus de son magasin en bas de chez soi. Derrière cela, et ça a été remis en perspective par Jean-Baptiste également, il y a un enjeu il y a un peu à la manière des plateformes chinoises, de créer des écosystèmes d'achat sur le social media. Facebook a développé le concept de la friction. Ce qu'ils appellent la friction, c'est ce temps de latence qu'on peut avoir, ce temps de chargement qui est lié lorsqu'on clique sur une bannière, lorsqu'on clique sur un format buying qui nous renvoie vers un site marchand. Ce temps de latence, il peut être parfois supérieur à 3 secondes. Et derrière ce temps de chargement, ça peut rendre des parcours d'achat plus laborieux et décourager près d'un internaute sur 2. Ce découragement, c'est évidemment un manque à gagner. Si on rapporte ce pourcentage au chiffre du e-commerce, vous imaginez bien les millions d'euros ou les millions de dollars qu'il y a derrière et qui sont un manque à gagner pour les marques. Donc l'enjeu pour les plateformes, il est clair, il est de créer des écosystèmes sociaux, des parcours d'achat qui puissent s'imbriquer naturellement et en natif sur leur écosystème sociaux. Ça a été fait notamment par Pinterest, qui est une des premières plateformes dès 2015 qui a proposé des formats d'achat pour pouvoir acheter les produits qui étaient disponibles sur les tableaux. Et rapidement, Facebook l'a fait avec on l'a vu avec Sandrine, il y a eu plusieurs initiatives, mais il y a une initiative qui a été plus marquante, qui a été faite avec Checkout l'année dernière sur Instagram, qui permet d'avoir des formats d'achat et qui permet du coup à l'internaute de rester dans le même écosystème et ainsi d'éviter d'être basculé vers une autre plateforme marchande. Il y a un intérêt évidemment pour les plateformes de pouvoir conserver l'audience, mais il y a un intérêt aussi pour les marques de pouvoir préserver et de pouvoir accélérer le processus d'achat. Une autre initiative marquante qui vous aura peut-être pas échappé et qui s'est parfaitement inscrit aussi dans cette crise du Covid, c'est les Facebook Shops. Les Facebook Shops, c'est la version moderne des marketplaces qui permettait à tout un chacun de vendre des produits sur Facebook. Facebook Shop, ça permet à une marque, une entreprise, quelle que soit sa taille, d'avoir une solution de boutique en ligne, si je puis dire, pour vendre directement à ses prospects et à ses audiences. L'intérêt également, c'est pour Facebook, c'est de pouvoir proposer à ses marques d'adresser, là encore, toutes les étapes du parcours d'achat, de la notoriété du produit, de la capacité d'avoir des contenus affinitaires qui vont convaincre sur un produit et d'avoir un espace dédié dans lequel on va pouvoir acheter un produit. Et évidemment aussi de créer des synergies avec Messenger pour pouvoir assurer le post-achat et également aussi, pourquoi pas, même de créer de l'UGC pour encourager les pairs à faire de l'advocacy. Ces formats, les plateformes, ils ont également été développés et dédiés aux influenceurs pour permettre aussi aux influenceurs de vendre leurs produits préférés. Là encore, il y a des formats spécifiques sur Pinterest, sur Snap. Il y a un an, il y a un format équivalent qui a permis d'ailleurs à une poignée de top influenceurs de proposer leurs produits préférés. En synthèse, vous l'avez, je pense, compris. Le social media, c'est un terrain de jeu formidable qui permet d'adresser finalement tous les grands enjeux du parcours d'achat classique, de créer des synergies avec des parcours d'achat physiques. Mais on l'a vu encore plus pendant cette crise du Covid, vraiment de créer des écosystèmes à part entière qui vont permettre d'adresser tous les objectifs de la notoriété du produit, de la considération du produit pour en parler davantage et pour fidéliser une audience captive, de la transformation pour créer des expériences d'achat qui sont plus vraies que nature et évidemment aussi de permettre via l'influence également d'encourager, en tout cas de générer de l'UGC. En résumé, et c'est loin d'être exhaustif, mais c'est pour nous les points qui sont importants sur ces 4 dimensions. Sur la dimension de awareness, on considère que l'influence est un levier
qui va permettre, au-delà du reach organique ou du paid media, de développer du reach, mais aussi de développer du reach qualitatif auprès de communautés captives. Sur un deuxième niveau, on voit que le contenu affinitaire, lorsqu'il est adoubé et recommandé par une communauté, il prend une valeur bien supplémentaire pour les prospects. On l'a vu également, c'est un secteur et qui, en tout cas, on l'a vu également, pardon, les formats et notamment l'innovation via la réalité augmentée a permis des expériences d'achat qui sont plus vraies que nature et qui, là encore, ça s'accélère. Et les plateformes les plus modernes comme Snap ou comme Facebook permettent aujourd'hui des formats qui sont assez immersifs. Enfin, on l'a vu, on a aujourd'hui les formats buy-in qui permettent une expérience d'achat immédiate, sans friction, qui permettent d'adresser directement la cible. Et enfin, les messageries one-to-one qui permettent d'accompagner sur du long terme les clients et aussi de générer de la micro-influence. En synthèse, pour nous, on voulait revenir sur notre conviction sur le social selling. Lorsqu'on a abordé ce sujet, effectivement, on avait des idées voilà, qui pouvaient être préconçues, qui étaient celles que finalement le social selling se réduisait à la fois à des logiques d'achat média à la perf, à des logiques de format. Et quand on prend plus de distance, on s'aperçoit que finalement, ça fait bien longtemps qu'on pratique du social selling et que pour nous, le social selling, c'est à la croisée de 3 dimensions. D'abord, la compréhension des audiences dans un environnement culturel, dans un environnement sociétal, qui fait qu'on a des audiences aujourd'hui qui sont versatiles, qui sont largement influencées, mais qui sont aussi plus critiques face aux marques et qui ont besoin d'avoir de la réassurance. Fort de ce constat, on a besoin de créer des storytelling de marques, on a besoin de développer des contenus affinitaires de marques qui ont compris ces audiences, qui ont compris que les audiences étaient aujourd'hui versatiles et qui avaient besoin une nécessité de construire des contenus affinitaires qui permettaient à la fois de servir des enjeux branding pour porter un positionnement de marque, mais aussi des enjeux beaucoup plus business pour développer une démarche commerciale sur le social media. Dernier point, on l'a vu, l'innovation des formats, l'innovation des écosystèmes des plateformes permet aujourd'hui d'avoir des expériences d'achat, je dirais, augmentées, enrichies, qui permettent, là encore, d'avoir des expériences d'achat qui sont plus vraies que nature et qui, en tout cas, sont aussi porteuses de modernité pour la marque qui va pouvoir les utiliser. Voilà, j'ai essayé d'être plus rapide pour tenir ce timing qui était assez serré. J'ai pas pu répondre à toutes les questions. En tout cas, avec Sandrine, on va prendre le temps de regarder toutes les réponses et peut-être même de vous répondre a posteriori puisque le temps est serré. Je repasse peut-être la parole à Sandrine si tu as un petit mot de conclusion. Oui, merci Vincent et merci JB. Et navré, on a un peu dépassé. Je vais faire une conclusion en 2 minutes. Merci encore d'avoir participé. Je pense que vous l'aurez compris, ce qu'on disait, c'est qu'à l'instar des digital natives vertical brand qui maîtrisent vraiment cet écosystème, ces parcours social selling, il est important maintenant pour les marques traditionnelles en fait de penser cet écosystème comme vraiment un levier business pour générer des ventes. Voilà, et pour conclure, au-delà de cette présentation, au sein de Where Social, il y a des experts de l'analyse d'audience, du branding, du parcours client, de l'innovation et aussi des formats, qu'ils soient innovants ou médias. Ça fait 10 ans que les réseaux sociaux sont un formidable terrain de jeu pour nous. 10 ans qu'on accompagne des très très belles marques sur tous ces sujets et 10 ans qu'on a réussi à faire quelques ventes même via les réseaux sociaux. Le confinement, il a facilité la transformation, l'accélération en tout cas de la digitalisation des comportements des Français. Il est maintenant temps aussi aux annonceurs de s'adapter et d'aller aussi vite que les Français ont pu s'adapter sur les réseaux sociaux. Donc voilà, merci d'avoir participé. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus sur notre méthodologie propriétaire sur le social selling. Et pour tous ceux qui ont posé la question sur est-ce qu'on pourrait avoir la présentation, oui, on va l'uploader sur notre chaîne YouTube rapidement, on vous tient au courant. Merci à tous et puis bonne journée. Au revoir.